Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. Les ministres des Affaires étrangères françaises et allemandes, Catherine Colonna et Annalena Baerbock, ont rencontré ce jeudi le Premier ministre Abiy Ahmed dans la capitale éthiopienne dans le cadre d'une visite destinée à soutenir un accord de paix signé en novembre dernier et censé mettre fin à la guerre au Tigré. Mercredi, le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Le président bissau-guinéen a appelé les pays de l'organisation ouest-africaine à épauler Ouagadougou face à la menace djihadiste. Et en fin d'édition, nous nous rendrons en Ukraine, où les combats font rage à Soledar, dans l'est du pays, une petite ville de 10 000 habitants que les Russes veulent à tout prix conquérir, malgré les pertes énormes. Le processus de paix semble se poursuivre en Éthiopie. Jeudi, les chefs de la diplomatie française et allemande se sont rendus à Addis Abeba pour soutenir ce processus. Au même moment, les rebelles du TPLF ont commencé mercredi à restituer leur armement lourd à la mission de l'Union africaine, comme prévu par l'accord signé le 2 novembre dernier. Explication Mathieu Nicolas. Soutenir le processus de paix en Éthiopie, voilà le but de la venue de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et de son homologue allemande Annalena Baerbock. Les deux ministres ont été accueillis par le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba, un entretien pendant lequel Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, signé le 2 novembre. J'ai rencontré aujourd'hui Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, et Annalena Baerbock, ministre fédérale allemande des Affaires étrangères. Nos discussions approfondies et fructueuses reflètent les relations solides que l'Éthiopie entretient avec la France et l'Allemagne. Les ministres ont également à cœur de porter le message de l'Union européenne. L'institution est prête à se réengager en Éthiopie à condition que le cessez-le-feu soit respecté et qu'un mécanisme de justice transitionnelle soit mis en place, alors que les rebelles du Tigré ont commencé à rendre leurs armes lourdes. Occasion aussi pour les deux ministres de dresser un bilan après un peu plus de 2 mois de paix au Tigré, un compte-rendu positif, selon Catherine Colonna. C'est un bilan positif que nous encourageons à continuer. Les hostilités ont cessé, de l'aide a pu rejoindre les régions qui n'en avaient pas reçu. Il y a un début de remise d'armement. Prévue pour 2 jours, cette visite franco-allemande a également pour but d'évoquer la sécurité alimentaire en Éthiopie. Catherine Colonna et son homologue allemande Annalena Baerbock en ont profité pour fustiger l'action de Vladimir Poutine. Selon elle, le président russe utilise les céréales comme une arme de guerre alors que l'Éthiopie, comme d'autres pays en Afrique, n'a pas pu recevoir de blé pendant des mois en raison de l'invasion russe en Ukraine. Sans parler des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine en raison du conflit, accentué par la pire sécheresse qu'a connue la région depuis des décennies. Les responsables politiques se suivent au Burkina Faso. Au lendemain de la venue de la secrétaire d'État française du développement, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a reçu hier le président de la CEDEAO. Sur la table des discussions, la conduite de la transition et le rôle que pourraient jouer certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Lorraine Mabou. À bord de cet avion, Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mercredi, le chef d'État bissau-guinéen s'est rendu à Ouagadougou pour la première fois depuis le dernier putsch survenu dans le pays. Objectif de cette visite, évaluer la situation politique et sécuritaire de ce pays en proie à des violences djihadistes depuis de nombreuses années. Quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines. Et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina dans les choses que Burkina a besoin dans les médias. À l'issue des échanges entre les deux homologues, Umaro Sissoko Embalo a réaffirmé sa volonté de soutenir et d'accompagner le Burkina dans sa lutte engagée contre le terrorisme. L'esprit de la CEDEAO, ce n'est pas des sanctions.
ce n'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous. Nous sommes de la CEDEAO. Même aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, ils peuvent savoir, ils font partie de la CEDEAO. À propos de cette transition, le président en exercice de la CEDEAO se dit rassuré après son entrevue avec le capitaine Ibrahima Traoré. La CEDEAO, au lendemain du second coup d'État, survenu dans le pays en moins de 9 mois, avait menacé d'infliger des sanctions au Burkina en l'absence de non-respect du calendrier préalablement défini de commun accord avec le précédent pouvoir de transition. Désormais, le discours semble bien modéré, l'instance sous-régionale mise sur la diplomatie. Nous sommes là pour aider et accompagner tous les pays qui sont en transition. Et concernant la transition, il m'a fait comprendre que ça se passe bien. Et là, on a un médiateur qui suit de près la situation de la transition au Burkina Faso. À l'issue de la rencontre de ce mercredi, le capitaine Traoré a réaffirmé sa volonté de respecter les engagements pris par son prédécesseur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Au Mali, la situation se précise autour des militaires morts dans une attaque djihadiste survenue quelques jours plus tôt. Selon les dernières informations, 14 militaires maliens ont perdu la vie et 31 terroristes ont été neutralisés. La première attaque a eu lieu mardi dans le centre du Mali, entre les localités de Dia et de Diafarabé. Elle a été suivie d'une seconde attaque au sud, dans les villes de Koumoura et de Massina. Il s'agit de l'un des bilans les plus lourds de ces derniers mois du côté de l'armée régulière malienne. Au Bénin, les résultats des législatives ont été annoncés et c'est le camp du président Patrice Talon qui en sort vainqueur avec 81 sièges sur les 109 qui composent le Parlement. Les 28 sièges restants reviennent au parti des démocrates qui rejette ces résultats. Souilas Bey. La mine déconfite, symbole de la désillusion des partis de l'opposition. 4 ans après les dernières élections législatives au Bénin, les démocrates ont remporté 28 sièges à l'Assemblée nationale sur un total de 109. Un résultat jugé loin de la réalité des urnes par le parti d'opposition. Le parti Les démocrates rejette ce verdict, qui ne reflète pas la volonté du peuple de faire de notre parti la première force politique de notre pays. Ce retour de l'opposition dans la course législative, après 4 ans d'absence, faisait office de test pour le Bénin. Plus de 6,5 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes, mais selon les dernières données, le taux de participation n'a même pas franchi la barre des 40% au niveau national. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la Sénat, plaçant l'un des partis du président de la République en tête du scrutin du dimanche, n'incitent guère les électeurs à renouer avec le chemin des urnes. Bien au contraire, il les en éloigne. Avec leurs 28 sièges, les démocrates craignent de voir leur champ d'action réduit, même si leur présence ramènera les débats au sein de l'hémicycle. Ces stratagèmes ont pour nom la corruption massive des électeurs à travers le dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d'inscrits dans des postes de vote, les flagrants délits de bourrage d'urnes, le déphasage entre les listes électorales affichées et les listes d'émargement. C'est la première fois qu'une élection inclusive enregistre une aussi faible mobilisation au Bénin depuis février 1990. Les résultats définitifs devraient être proclamés par la Cour constitutionnelle vendredi. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, a affirmé hier, mercredi, qu'il comptait gouverner la Côte d'Ivoire un jour, après avoir été acquitté par la justice internationale et être rentré dans son pays. Je vous propose de l'écouter. Je veux gouverner ce pays un jour. C'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore, je veux gouverner ce pays un jour. Je souhaite que soient annulés les 20 ans contre moi. Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur. La Côte d'Ivoire a besoin de moi.
Et j'aimerais participer aux joutes électorales prochaines. C'est pourquoi je le demande. 2023 comme 2025. 2 jours après la nomination d'un nouveau gouvernement au Gabon, les populations réagissent sur la nouvelle équipe dirigée désormais par Alain-Claude Bilibinzé. Autre élément de fierté pour les Gabonais, la nomination de Rose Christian Osuka Raponda au poste de vice-présidente de la République, une première au Gabon. Reportage de nos correspondants sur place, Muriel Ndongeyene et Joël Tatou. Aussitôt nommé, le gouvernement Bilibinzé I est déjà à l'œuvre. Le tout nouveau Premier ministre et son équipe entendent véritablement accélérer la cadence en vue d'atteindre le but, la transformation de l'économie dans tous les secteurs tels que souhaité par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et nous pensons que le chef de l'État est le seul maître de ce bateau Gabon. Et avec à la primature un combattant, quelqu'un qui a toujours été à la hauteur. Et il s'agit de Alain-Claude Bilibinzé qui d'ailleurs partout où il est passé a prouvé. Nous avons tout simplement confiance et beaucoup de Gabonais attendent beaucoup de lui et de son gouvernement. Du nouveau gouvernement, nous attendons effectivement la réalisation de la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous attendons effectivement que toutes ces réformes qu'il a promis au peuple gabonais soient mises en place. Et qu'il y ait effectivement une constatation de tout un chacun sur la politique du chef de l'État et que nous percevons de façon matérielle ce qu'il a promis aux Gabonais. Qualifié par d'aucuns de gouvernement de campagne parce que nommé à quelques mois de la présidentielle au Gabon, pour plusieurs, Bilibinzé est un choix porteur à plus d'un titre. En qualité de jeune Gabonais, c'est un sentiment de fierté, de comprendre qu'aujourd'hui le chef de l'État met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, Alain-Claude Bilibinzé est un choix noble, un choix stable, car nous croyons fermement que c'est un choix de la raison. Il peut bel et bien fédérer l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais pour que le chef de l'État puisse rassembler au mieux ces compatriotes-là qui doutent peut-être, ou encore qui ont faux au chef de l'État, en disant que oui, 2023 est pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Et la grande innovation fut la nomination de Rose Christian Osuka Raponda au poste de vice-président de la République. Une grande première au Gabon, acte qui matérialise le concept de l'égalité des chances, tant prôné par Ali Bongo Ondimba. Nous apprécions déjà la touche particulière du président de la République, son excellent Ali Bongo Ondimba. Encore pour une promotion à la vice-présidente de la République, on n'attendait pas. À Pierre Manga Moussavou, qui d'ailleurs a passé un bon bout de temps là-bas. Aujourd'hui, c'est Rose Osuka Raponda. C'est une grande première. Et le président Ali Bongo Ondimba démontre tout simplement qu'il sait une fois de plus valoriser la femme. Voilà qui est dit. Attendu à présent le rendu de cette nouvelle équipe gouvernementale composée de 45 membres avec 9 entrants parmi lesquels des ténors tels que René Demezo-Obiang et Blaise Louembe qui font leur comeback et qui seront tous jugés au pied du mur. 4 jours que l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali a trouvé un dénouement. Condamnés dans un premier temps à 20 ans de réclusion criminelle parce qu'ils étaient accusés d'être des mercenaires, ils ont finalement été graciés par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Depuis, Abidjan et Bamako tentent des mains tendues. Dans un premier entretien téléphonique entre les deux hommes, Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a réitéré au chef de la junte malienne son souhait de l'inviter à effectuer une visite d'amitié à Abidjan pour, je cite, « réchauffer les relations entre les deux pays ». Le Maroc qui se retire du championnat d'Afrique des Nations, le PDG d'un géant pétrolier émirati désigné président de la COP28 et 8 femmes d'une cellule terroriste condamnées à de lourdes peines en Tunisie. C'est le reste de l'actualité réalisée par Souilas Bailly et Noël Dong. L'équipe du Maroc ne sera pas présente au CHAN 2022 en Algérie. Double tenant du titre, la sélection marocaine de football n'est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie. La raison ? L'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc de Rabat vers Constantine n'a pas été confirmée. Le Maroc ne pourra donc pas défendre son titre lors de cette 7e édition du CHAN qui se déroule du 13 janvier au 4 février. La Fédération royale marocaine de football dit avoir pris note avec regret que l'obtention de l'autorisation définitive du vol de Rabat vers Constantine n'a malheureusement toujours pas été confirmée par la CAF, la Confédération africaine de football. Le coup d'envoi de la compétition africaine est prévu dans 24 heures. Le PDG d'un géant pétrolier émirati a été désigné ce jeudi président de la COP28.
Sultan Ahmed Al-Jaber, le chef de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi National Oil Company, a été désigné président de la conférence de l'ONU sur le climat prévue cette année dans le riche pays du Golfe. Sultan Ahmed Al-Jaber, également ministre de l'Industrie, compte apporter une approche pragmatique, réaliste et axée sur les solutions. Il considère l'action climatique comme une immense opportunité économique d'investissement dans la croissance durable. Sa double casquette lui vaut toutefois des critiques de la part des militants de l'environnement. Ils y voient un conflit d'intérêts scandaleux. 9 femmes d'une cellule terroriste en Tunisie ont été condamnées ce jeudi à de lourdes peines, jusqu'à 25 ans de prison pour 2 d'entre elles. Ces 9 femmes sont poursuivies depuis 2016 par la justice tunisienne pour la formation d'une cellule terroriste et la planification de l'assassinat d'un ministre. 7 autres accusées ont écopé de peines allant de 3 à 14 ans de prison. C'est la première fois qu'un groupe formé uniquement de femmes était impliqué dans des actes terroristes. En Ukraine, où la guerre se poursuit, des combats acharnés et meurtriers se déroulent à Soledar, dans l'est du pays, près de la ville de Bakhmout, que l'armée russe tente à tout prix de conquérir. Mais face à la résistance ukrainienne, les hommes de Vladimir Poutine essuient échec sur échec, ce qui a poussé le président à changer une nouvelle fois de chef militaire, Mathieu Nicolas. De grosses détonations que l'on entend depuis Bakhmout et de la fumée qui s'échappe de la ville. À Soledar, les combats font rage. La ville à l'est de l'Ukraine est le théâtre d'intenses combats entre forces russes et ukrainiennes. Les affrontements seraient même les plus sanglants depuis le début de la guerre. Beaucoup de sang, beaucoup de duels d'artillerie, beaucoup de combats de contact, surtout à Soledar aujourd'hui. C'est le point le plus chaud de la guerre aujourd'hui. Les Russes poussent et tentent en vain de s'emparer de Soledar, mais se heurtent à la résistance des soldats ukrainiens. La conquête de la cité minière de 10 000 habitants serait une importante victoire pour Moscou après de nombreux revers depuis septembre. Si le groupe de mercenaires russes Wagner revendique avoir conquis la ville, l'information a été démentie par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en personne. Aujourd'hui, l'État terroriste et ses propagandistes tentent de faire croire qu'une partie de notre ville de Soledar, presque entièrement détruite par les occupants, est une sorte de réussite de la Russie. Ils vont présenter et présentent déjà cela à leur société afin de soutenir la mobilisation et de donner de l'espoir à ceux qui sont pour l'agression. Mais les combats continuent, le front de Donetsk tient bon et nous faisons tout pour renforcer la défense. Au même moment, Moscou change de fusil d'épaule. Le Kremlin a nommé mercredi Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées, commandant du groupement combiné de troupes déployées en Ukraine. Son prédécesseur, Sergueï Sourovikine, n'aura tenu que 3 mois. Moscou justifie ce changement par la hausse du niveau de commandement des opérations et à la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées, ce qui sonne pour certains comme un aveu implicite de manque de coordination au sein des forces russes, ou pour d'autres, comme une reprise en main de l'armée russe. Allons à la découverte des ladoum du Sénégal, ces moutons de race améliorée dont l'élevage se répand de plus en plus dans le pays. Généralement vendus entre 1 et 30 millions de francs CFA, ces moutons sont au cœur d'un véritable business et suscitent de nombreuses convoitises. Suivez ce reportage de Igor Couton. Dans ces enclos peu ordinaires se trouvent des animaux qui sont eux aussi peu ordinaires. Ces moutons de race améliorée, appelés au Sénégal ladoum, sont une véritable coqueluche du milieu de l'élevage local. Un mouton ladoum, c'est en quelque sorte un sujet de race améliorée et c'est le toibert amélioré. C'est ce toibert-là que nos aînés ont eu à sélectionner en croisant les meilleurs toibers entre eux pour avoir des spécimens extraordinaires qu'ils ont renommé le ladoum. Un ladoum exceptionnel qui est à la fois beau et très grand. Ces différents croisements et modifications génétiques
confère au ladoum des caractéristiques qui le distinguent des autres moutons. Sa taille au garrot qui dépasse les 120 cm. Son tour de poitrail aujourd'hui tourne en moyenne entre 145 et 150 cm. Et le poids qui aujourd'hui qui vient de dépasser les 180 kg. À la naissance, ces animaux peuvent coûter 1 million de francs CFA, soit environ 1 600 €. À l'âge adulte, son prix grimpe et monte parfois jusqu'à 30 millions, l'équivalent de 46 000 €. À la naissance dans cette bergerie, bon, ça peut varier de 1 million, 1,5 million en fonction de la clientèle. Ça peut aller jusqu'au-delà de 20 millions. Tout dépend de la qualité de ce ladoum-là. Bon, le ladoum le plus cher que j'ai vendu dans cette bergerie, il a coûté 30 millions. Ils cherchent le mâle qu'ils doivent croiser avec ses femelles pour avoir la bonne production. Donc, si toutefois qu'ils trouvent ça chez un éleveur, il leur faudra tout le prix qu'ils veulent. Voilà. Des fois, tu peux l'acheter à 10, 20, 30, 40, jusqu'à 50 millions. Mais l'élevage de ladoum n'est pas sans difficulté. Il y a souvent des maladies qui tombent sur les bergeries. Avant que tu te retrouves, tu as déjà 2 ou 3 têtes qui sont déjà parties, qui sont mortes. On peut dire que la véritable difficulté, c'est la mévente. Au Sénégal, le ladoum s'est forgé une très grande réputation au point où des compétitions sont organisées chaque année et les bergeries ayant les meilleurs ladoums sont célébrées et récompensées. Dans le sud-est de l'Ouganda, où le Nil entame son périple de 6600 km vers la mer Méditerranée, des usines situées à quelques encablures du fleuve déversent leurs déchets directement dans le fleuve le plus long d'Afrique, avec des conséquences dangereuses. Valentine Exantius. Au bord des rives du Nil, de la fumée sombre s'échappe de la cheminée d'une usine de cuir. Muni d'une pelle, juste à côté, un homme déverse ce qui ressemble à des débris ou des ordures dans le Nil. Comme cet homme, c'est dans le Nil que la plupart des usines, qui sont situées à quelques encombures, déversent sans scrupule leurs déchets. Une pratique scandaleuse dénoncée par les pêcheurs et les riverains. Les poissons continuent de disparaître à cause de ces usines. Elles déversent leurs produits chimiques qui sont dangereux. Ces usines clandestines. Le long de ce fleuve qui dessert plus de 10 pays, de l'Égypte à l'Ouganda, source de culture et d'énergie pour près d'1 demi-milliard de personnes, l'activité par moments illégale vient s'associer au changement climatique pour perturber l'équilibre du fleuve et diminuer sa productivité. Nous recevons de nouveaux pollueurs. Par exemple, nous recevons des déchets médicaux. En ce moment, nous avons du pétrole et du gaz. Nous avons eu de l'électronique. À l'heure actuelle, nous nous inquiétons. Par exemple, lorsque les gens utilisent des ordinateurs et des imprimantes, où les jettent-ils et quel en est l'impact? Dans cette région, le traitement des eaux polluées et des déchets a un coût élevé. Certaines industries contournent l'installation de traitement pour réduire ses coûts. Ils déversent dans les étendues d'eau. Nous avons eu cette inquiétude et parfois les gens soulèvent cette inquiétude. Nous y allons et puis nous constatons qu'il y a un contournement. Pourtant, ils ont une installation de traitement. Source de revenus pour beaucoup de personnes, le long des rives, le Nil, deuxième fleuve le plus long du monde, a vu en 50 ans son débit passer de 3000 mètres cubes par seconde à 2830 mètres cubes par seconde, soit près de 100 fois moins que l'Amazone. La faute au changement climatique conjugué à sa mauvaise exploitation par les hommes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.